Jeudi 16 mars 2017, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal télévisé. Ils l'ont demandé, ils l'ont obtenu, une audience des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales au Palais de la Marina. Dans cette édition, à suivre le point de la rencontre. Les jeunes patriotes soutiennent le projet de révision de la Constitution. Ils étaient face à la presse pour mieux expliquer leur position. Et puis, retour sur la grosse actualité footballistique du continent. C'est le changement intervenu à la tête de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou Samba. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a reçu ce matin à son cabinet les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. C'est une rencontre qui fait suite à la demande d'audience exprimée par un collectif de 6 organisations syndicales au terme de leur forum du 27 février dernier sur l'état de la nation. La COSI Bénin de Noël Chadaré, la CGTB de Moudassirou Bachabi, la CSA Bénin de Anselme Amoussou, la CSUB de Christophe Ruissinon, l'UNSTB de Emmanuel Zounon et la CSPIB de Christophe Devenou ont jugé utile de soumettre au président de la République certaines de leurs doléances. Ce sont des doléances qui ont été regroupées en 6 points. Il faut annoncer que les échanges entre le chef de l'État et les partenaires sociaux auxquels ont également pris part 4 ministres du gouvernement ont duré plus de 2 heures d'horloge. À l'issue des discussions, le porte-parole du collectif des secrétaires généraux et centrales syndicales s'est exprimé au micro de la télévision nationale. Moudassirou Bassabi revient ici sur l'essentiel à retenue de cette audience au cabinet du président de la République. Il faut dire que cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre d'une demande d'audience que ces centrales ont bien voulu adresser au chef de l'État pour discuter d'un certain nombre de préoccupations qui fâchent. Et ces préoccupations, nous les avons résumées en 6 points. Ça concerne la question de liberté, les pertes massives d'emplois que nous constatons, la cherté de la vie, les nouvelles propositions de loi qui circulent. Et ça concerne également le non-respect d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris par le gouvernement, que ce soit celui-ci ou le gouvernement précédent. Donc sur toutes ces questions, nous avons donc échangé avec le chef de l'État et ses collaborateurs. Il ressort globalement de ces échanges-là qu'il y a un déficit de communication entre l'exécutif et les partenaires sociaux que nous sommes. Et donc le gouvernement a pris l'engagement de corriger ce déficit-là. Il y a également que sur les questions de liberté, oui, le chef de l'État a humblement reconnu quand même qu'il y a un certain nombre d'abus, notamment de dérives qui se sont été constatées, notamment en ce qui concerne les questions des étudiants. Bien entendu, il n'a pas voulu s'impliquer directement dans ces questions-là, mais il a promis en tant que responsable, en tant que père de l'ancien, de voir ce qu'il serait possible de faire. Et sur les questions de communication et les réformes, le gouvernement s'est engagé également à voir dans les tout prochains jours la possibilité d'échanger sur un certain nombre de réformes qui sont en cours ou annoncées pour que les partenaires sociaux aient l'information qu'il faut et que nous puissions tous construire le pays qui est le nôtre. Je crois qu'il y a une amorce, disons, d'échange et il y a désormais peut-être une tradition de concertation et de consultation qui va s'établir, qui va certainement avoir l'avantage d'aplanir un certain nombre de difficultés. Mais il est évident, vous savez que les dents et la langue séjournent dans la même bouche et ça arrive quand même qu'il y ait de petits grincements. On ne peut pas dire que le ciel est tout à fait dégagé, qu'il n'y aura pas de ciel, mais il est évident que la volonté est exprimée de part et d'autre de faire en sorte que les crises soient épargnées à notre pays. Cette volonté existe, elle est réelle, elle est affichée de part et d'autre. Les jeunes patriotes militent pour l'aboutissement du projet de révision de la Constitution. Ils disent également soutenir le programme de vérification des importations nouvelle génération. Ils l'ont fait savoir à l'occasion d'une conférence de presse. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos du porte-parole des jeunes patriotes du Bénin. Nous pensons que les débats qui sont en cours, où on est en train de vilipender donc les députés, si on veut être objectif, même les députés FCBE, nous, vous connaissez ces têtes-là,
C'est nous qui avions réclamé à corps et à cri la révision de la Constitution pendant les 10 ans du président Boni Yayi. Et c'est le moment de prouver au peuple béninois que la révision que nous défendions n'avait rien d'opportunisme. C'était un besoin de la société. Et rien que pour cela. Encore que tous les éléments défendus par le président Boni Yayi se retrouvent aujourd'hui dans le projet qui est en cours d'être transmis, il n'y a pas de raison pour que nous ne votions pas pour donc, cette révision. Je vais revenir sur le dossier programme de vérification des importations nouvelle génération. Alors aujourd'hui, on dit qu'il faut certifier le poids. Il faut que nous ayons la certitude que ces 10 tonnes de riz qu'il y a là, en quoi ça perturbe l'économie béninoise? Au contraire, ça appuie et ça sécurise donc les caisses du trésor public. On dit il faut donc le scanning pour que la marchandise, lorsque elle est arrivée dépotée, qu'on fasse passer ça par les rayons pour voir si réellement c'est de l'eau ou bien de champagne. En quoi c'est mauvais? Moi, je crois que le débat est ailleurs. Je vais seulement prier les autorités actuelles de veiller à ce que la mise en œuvre de ce programme nous conduise vers les résultats escomptés. Qu'il n'y ait pas des mesures à double vitesse. Une délégation de la Banque mondiale a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji. Cette civilité vient en prélude à une consultation des parlementaires sur l'élaboration du SDC, le diagnostic systématique pays du Bénin. En vue de l'élaboration et de la préparation de ce document boussole, la Banque mondiale a entrepris une consultation auprès des députés à Porto Novo. Guillaume Avienou pour la restitution des travaux. Dans un an, une douzaine de projets et programmes sur la vingtaine de la Banque mondiale au Bénin devraient arriver à terme. L'institution qui souhaiterait poursuivre ses interventions dans le pays s'est lancée depuis peu dans un processus d'identification des contraintes et opportunités dont dispose le pays pour son développement durable. La Banque mondiale, sous le coup des réformes depuis 2014, veut en effet aider le Bénin à élaborer son SDC, son diagnostic systématique pays. Nous sommes bien informés de la nécessité de réduire l'extrême pauvreté, mais nous constatons peut-être d'année en année, de gouvernement en gouvernement, que cet objectif est loin d'être atteint. Alors l'idée est que nous puissions échanger avec les experts pour peut-être dire ce qui, d'après nous, constitue les contraintes. Il est donc important pour nous de commencer par jeter les bases en consultation avec les autorités nationales et l'ensemble des parties prenantes au développement, en vue de la préparation d'un nouveau cadre de partenariat qui nous permettra de renforcer nos actions pour mieux répondre aux besoins pressants du pays. L'élaboration du SDC n'est en fait que la première phase d'un processus dont la seconde phase est la préparation proprement dite du SDC. Il s'agit d'un document qui va servir de boussole aux actions de la Banque mondiale dans le pays en fonction d'une part des éléments clés du diagnostic, mais d'autre part en fonction des priorités nationales et des interventions des autres partenaires. Le Bénin étant un pays à économie majoritairement agricole, les députés ont souhaité, entre autres, que la Banque mondiale s'attarde sur l'amélioration des performances du pays dans ce secteur. Vous nous avez accompagnés beaucoup dans le domaine agricole. Et les indicateurs à ce niveau-là se sont véritablement améliorés. Mais à un moment donné, vous avez coupé très brutalement votre financement. Et cela a eu pour conséquence de faire chuter tous les acquis que nous avons eu dans ce domaine. Vous avez dit que les populations de ces zones cotonnières étaient plus pauvres que les pauvres du Guinée. Maintenant, dans votre diagnostic, je n'ai pas vu quelque part où vous avez parlé de cette catégorie de pauvres. Puisqu'on continue de cultiver le coton et comme Honorable Bagoudou l'avait dit, ça détruit la terre. Banque mondiale, aidez-nous. Sinon, la famine va emporter les populations de cette région. La finalité des présentes consultations avec les différents acteurs de développement du pays est de disposer d'une base de données pour l'éradication de l'extrême pauvreté et une plus grande promotion de la prospérité partagée selon la Banque mondiale.
D'une coopération à une autre, depuis hier séjourne au Bénin une forte délégation de la douane nigériane, une descente qui a pour objectif la signature d'une plateforme de renforcement de coopération entre les deux administrations. On fait le point avec William Choki et Francis Faton. Deuxième grande rencontre pour deux grandes administrations des douanes de l'Afrique de l'Ouest, celle du Bénin et du géant voisin de l'Est, le Nigeria. Une rencontre technique qui aboutira à la signature d'une plateforme, le document socle d'un partenariat franc et sincère, et surtout gagnant-gagnant. La gestion concertée des frontières est aujourd'hui une priorité, voire une nécessité. Alors, si les grands pays sont en phase donc d'exécuter les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes, je crois qu'en ce qui concerne nous sommes peut-être contraints à le faire pour un meilleur partenariat. La douane nigérienne épouse pleinement l'initiative, en témoigne la forte délégation qui séjourne au Bénin dans le cadre de ce nouveau partenariat. Même avant la signature de documents, la partie nigériane a approuvé sa bonne foi, reconnaît le numéro 1 de la douane béninoise. Qu'ils vous souviennent que depuis 2 ans, nous demandions l'ouverture du poste de Iloa pour permettre donc à un certain nombre d'opérateurs de faire passer leurs marchandises par la frontière d'Iloa et Lolo pour leur réciproque qui est du côté du Nigeria. Depuis 2 semaines aujourd'hui, ces choses faites. Ce jour, les différentes clauses de la plateforme seront connues. Un document qui ouvre une nouvelle ère de coopération entre les deux douanes. Cérémonie de remise officielle du mémorandum paysan dans le processus d'élaboration de la loi d'orientation agricole. Après plusieurs mois de concertation, les acteurs ont remis au ministre de l'Agriculture 3 documents pour relancer leur secteur d'activité au Bénin. Blaise Adampo et Alexis Quenom ont suivi pour nous cette cérémonie. Stimuler la production agricole pour en faire un moteur de l'économie béninoise. Les acteurs de ce secteur s'en préoccupent. La cérémonie de ce jour consacre la mise à disposition au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de 3 différents documents. De l'avant-projet de loi sur le code pastoral, du mémorandum paysan et des mémorandums d'engagement issus des premières sessions de dialogue public-privé sur les filières anacarde, riz et karité. Des documents qui permettront de relancer le secteur agricole. Nous sommes convaincus que les problèmes de notre agriculture doivent être gérés dans une perspective à long terme. Dès lors, la loi d'orientation agricole devient le levier sur lequel il faudra s'appuyer pour stabiliser et promouvoir le secteur agricole. Autre secteur pris en compte dans ces 3 documents, l'élevage. L'élevage constitue la 2e activité économique après l'agriculture dans notre pays. C'est donc pour mieux organiser et sécuriser les activités liées à l'élevage et au pastoralisme que la PNOPA et ses effectières ont initié l'élaboration de l'avant-projet de loi portant code pastoral en République du Bénin. Les tests, une fois en main, le ministre se réjouit du travail abattu par les acteurs du monde agricole. Comme on le dit, ce n'est pas demain que notre agriculture va perdre sa place de premier pourvoyeur de notre économie. Donc nous avons de belles chances. Et pour le travail que vous avez abattu, je promets avec mes collaborateurs que nous allons tout mettre en œuvre pour que ce que vous nous avez remis, nous puissions en faire bon usage et pousser cela dans le créneau qu'il faut. Après cette étape, reste désormais l'adoption et le vote de la loi d'orientation agricole par l'Assemblée nationale. Évoquons à présent les séances de sensibilisation sur le projet emploi des jeunes qui continuent. Les localités d'Abomey-Calavi et de Soava ont reçu la visite des membres de la coordination du dit projet. Il était question de la formation des jeunes, de leur installation, mais surtout de leur entrepreneuriat. Le reportage est signé Ghislain Poguet. La coordination du projet emploi des jeunes PEJ continue son périple. Après Tofos, c'est le tour de la commune d'Abomey-Calavi et de Soava. Jeunes gens, artisans et élus locaux ont répondu présents aux séances de sensibilisation. Les échanges ont tourné autour de l'accès des jeunes aux compétences et surtout à l'emploi. Pour la commune d'Abomey-Calavi, le projet PEJ formera les jeunes sélectionnés et les assistera pour leur installation. Pour la commune d'Abomey-Calavi, 1100
17 jeunes seront impactés pour la formation en entrepreneuriat. 788 seront pris en charge pour l'appui à l'installation. À Soava, l'accent est mis sur le micro-entrepreneuriat. En ce qui concerne la commune de Soava, 202 bénéficiaires seront impactés sur la composante 2, c'est-à-dire le développement de micro-entrepreneuriat. Dans la conception même du projet PEJ, une attention particulière est accordée aux filles. Toutes les jeunes filles qui seront orientées vers maçonnerie, soudure, menuiserie, charpenterie ou tout ce que nous appelons métier d'homme, le projet va les prendre en compte. Sur le terrain, le projet reçoit l'adhésion des élus locaux. Ce qui revient à la commune de Soava, elle fera en sorte que le projet soit une réalité ici. Le PEJ a vocation d'impacter 17 000 jeunes sur le territoire national dans les domaines de l'artisanat, de la transformation agricole et du tourisme. Le réseau Afrobaromètre procède à la première dissémination des résultats de la série 7 d'enquêtes sur la pauvreté et le changement climatique au Bénin. C'est une rencontre qui a connu la présence de plusieurs chercheurs ainsi que de représentants des ministres sectoriels du Bénin. Plus de précisions dans ce sujet que nous présente William Choki. Afrobaromètre, le réseau de recherche panafricain menant des enquêtes d'opinion sur la démocratie, la gouvernance et les conditions économiques, vient de livrer les résultats du 7e round de ces enquêtes pour la période décembre 2016 et janvier 2017. Au Bénin, ils ont interviewé 1200 adultes sur 2 différentes thématiques. La première sur les changements climatiques en corrélation à la sécurité alimentaire. Les effets des changements climatiques remettent en question les aspirations de l'Afrique et du Bénin en particulier en matière de croissance et de réduction de la pauvreté à cause des effets sur l'évolution des disponibilités en eau, de la perte de biodiversité, des rendements agricoles variables, souvent à la baisse, des catastrophes humanitaires, notamment les inondations, sécheresses et autres. Comme cause des changements climatiques, les Béninois ont remarqué que c'est les activités humaines qui polluent l'environnement qui sont à la base des changements climatiques. La deuxième thématique sur l'indice de pauvreté et les solutions pour y remédier. Ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, il y a un nombre assez grandissant qui évolue et c'est inquiétant un peu pour ce qui est du social. Cette restitution des résultats d'enquête d'Afrobaromètre au Bénin, dirigée par l'Institut de recherche empirique en économie politique, est une invite aux autorités pour une meilleure prise en compte de la situation socio-économique. Lundi prochain, c'est le 20 mars, on va célébrer la Journée internationale de la francophonie, une journée célébrée par des millions de personnes de par le monde. Au Bénin, c'est une quinzaine qui est dédiée à l'événement. Cette année, le 20 mars est commémoré sous le signe de la visibilité des actions de la francophonie. Reportage, Ghislain Poguet, Dine Bouraïma. Une quinzaine pour célébrer la francophonie au Bénin. À cette occasion, les autorités béninoises souhaitent regarder dans le rétroviseur. La Journée internationale de la francophonie constitue pour nous un moment de bilan. La coopération entre le Bénin et l'OIF se porte plutôt bien. Une bonne santé qui se traduit par de nombreuses actions qui ne sont pas toujours visibles. La Journée internationale 2017 de la francophonie, nous avons placé ça sous le signe de la visibilité. Parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées au Bénin qui ne sont pas visibles. Des actions qui couvrent le domaine de la connaissance et de la formation académique. Nous offrons dans cet espace-là que nous appelons le campus numérique à Abomey-Calavi 3 espaces. Une salle de formation d'à peu près 25 ordinateurs interconnectés, une salle de près de 60 mètres carrés en libre accès. Nous mettons à disposition pas seulement une connexion Internet, mais un ensemble de bases de données qui permet à l'étudiant de pouvoir accéder donc à cette documentation en ligne. Accéder à de la documentation, mais aussi à la culture. Il y a un programme au niveau de la francophonie qui favorise ou qui finance la diversité culturelle et la promotion culturelle. La francophonie est derrière, on va dire, tous les grands événements culturels en Afrique. Entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Bénin, c'est aussi de la coopération décentralisée à travers l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Avec l'AIMF, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Le centre de santé de Boycon
a été financé par l'IMF à hauteur de 80%. 10 autres communes du Bénin bénéficient du même partenariat. Cette année, dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, 6 villes vont accueillir 16 manifestations festives pour célébrer la diversité, la science, la culture et le sport. Venons-en à cette réception dans l'Ordre national du Bénin. Marius Dapogan a été fait chevalier de l'Ordre français des arts et lettres. C'est en présence de ses parents et amis que l'ambassadeur de France près le Bénin a porté au professeur de lettres à la retraite ses nouveaux attributs. Reportage Huguette Ondelo. Celui qui fait son entrée dans l'Ordre des arts et lettres de la République française est né le 21 décembre 1946 à Cotonou. Après ses études secondaires à Parakou, Marius Dapogan s'engage dans la voie de l'enseignement. L'amour de la langue et de sa transmission ont été remarqués dans son mémoire de professorat à l'École normale supérieure. Un mémoire consacré à la situation de l'enseignement du français en République du Bénin. Instituteur, directeur d'école puis professeur de français, Marius Dapogan est aussi un éducateur préoccupé de la qualité de l'enseignement, d'où la création du Collège de l'Espoir et de l'Institut supérieur de formation professionnelle. C'est en reconnaissance de votre contribution à la promotion de la culture et de la langue française et au dialogue des cultures françaises et béninoises que la République française a décidé de vous honorer en vous nommant au grade de chevalier dans l'Ordre des arts et lettres. Je suis heureuse, au nom de la ministre de la Culture, Madame Audrey Azoulay, de vous remettre aujourd'hui cette décoration en présence de votre famille et amis et de ceux que vous avez formés, ces fleurs fécondées qui ont enfanté des fruits, selon Jean Plia, qui poursuivent après vous ce magnifique travail d'éveil des esprits et des cœurs. Au moment où l'on parle avec insistance de la réintroduction de la dictée dans les écoles, comment l'apprenant peut-il écrire correctement des mots que le maître prononce lui-même si mal? Nous devons alors veiller à une utilisation saine de la langue française et à sa préservation, surtout dans l'intérêt de nos apprenants, des pathologies pernicieuses qui la menacent actuellement. Professeur de lettres à la retraite, Marius Dapogan a participé à la création de l'Association béninoise des professeurs de français. Il fut le secrétaire général de 1990 à 1995. Il a présidé pendant plusieurs années l'Association des professeurs de français du Bénin. Et puis Marius Dapogan, il faut le préciser, a bien été cité dans l'ordre français. Bientôt une salle de spectacle et de cinéma à Cotonou. Elle sera implantée à la Maison des Jeunes du 8e arrondissement. C'est un projet de la mairie de Cotonou et du groupe Vivendi. Ulvaeus Balogun et Brice Chibozo ont assisté à la cérémonie de pose de la première pierre. Reportage. Une salle de cinéma, de concert et de projection cinématographique dans la ville de Cotonou. Le projet Canal Olympia Olaguedé sera en août prochain une réalité. Mais avant, paraphe de documents et pose de pierre pour concrétiser la volonté de la mairie de Cotonou et du groupe Vivendi. Le nouvel espace qui sera construit à la Maison des Jeunes de Olaguedé entend faciliter l'accès à la culture et agir comme incubateur de talents en Afrique. L'effervescence artistique et culturelle du Bénin, ainsi que l'appétence des Béninois pour la culture, musique, cinéma, télévision, ont conduit le groupe Vivendi à choisir Cotonou pour y déployer une des toutes premières salles Canal Olympia. Une infrastructure ultra moderne et innovante qui vient pallier l'absence de salles de divertissement et de loisirs dans la ville de Cotonou. Dans un contexte où la totalité des mythiques salles de cinéma de Cotonou ont fermé, je suis heureux de vivre ce jour qui marque la renaissance du cinéma dans notre ville. La salle dont nous poserons la pierre ce jour aura une capacité de 300 places, modulable pour une représentation en plein air, rassemblant plus de 3000 personnes. Elle sera dotée des équipements de projection et de sonorisation numérique les plus récentes. Outre les projections de films, cette salle accueillera des spectacles de musique et autres disciplines,
Prévu pour être livré dans 4 mois, la construction de ce bâtiment en plein cœur de Cotonou permettra certainement d'ouvrir une nouvelle ère pour le cinéma béninois. Sport à présent, le Bénin est vice-président de la Fédération internationale de roller sport à travers la personne de Nathanaël Coty. C'est à la faveur du congrès tenu du 8 au 11 mars 2017 en Chine. De retour au Bénin, il revient sur les facteurs qui ont favorisé son élection et surtout sur l'accord de siège de la Confédération africaine de roller sport qui tarde à être effectif au Bénin. Reportage. Le Bénin s'est fait représenter par le président de la Fédération béninoise de roller sport et moi, en tant que président de la Confédération africaine, de par la qualité de travail, de par la connaissance, de par tout ce que nous avons fait. Le président de la Fédération internationale de roller sport a été satisfait devant tous les autres présidents. Le président Arakou ne faisait pas 1 minute de discours sans appeler mon nom et le nom du Bénin. Nous avons été vraiment honorés en tant qu'Africains. Et en tant que Béninois, la satisfaction elle était totale. Je suis le seul Africain à siéger en tant que vice-président au plan mondial dans ce bureau. On n'avait jamais vu ça auparavant. La Côte d'Ivoire, l'Égypte et d'autres pays ont écrit au Bénin pour demander ce siège si ça traîne au Bénin. Les autorités, comme j'ai l'habitude de dire, ils savent ce qui est bon pour leur peuple. Coup de tonnerre à la CAF, le malgache Ahmad Ahmad a été élu ce jeudi à la surprise générale président de la Confédération africaine de football. C'était lors d'une élection qui l'opposait au sortant camerounais Issa Hayatou, Hospice Metoli. Ahmad Ahmad, 54 ans, est le nouvel homme fort du football africain. L'actuel président de la Fédération malgache de football a mis un terme à 29 ans de règne du Camerounais Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football. 34 voix contre 20. C'est le résultat du vote qui propulse l'ancien ministre des Sports malgache au devant de la scène footballistique continentale. Le départ d'Hayatou de la tête de la Confédération africaine de football marque la fin d'une époque. Le natif de Garoua a hissé le football africain au diapason des grands continents du sport roi. Ahmad Ahmad, en lui succédant par cet éclatant plébiscite, a le devoir de faire aussi bien, sinon mieux, que celui que d'aucuns ont surnommé le patriarche Issa Hayatou. Et à propos de cette actualité, je reçois dans ce journal William Bassabi. William, bonsoir. Bonsoir Serge. Alors, comment expliquer la victoire inattendue du challenger de Issa Hayatou? Effectivement, vous le dites si bien, très peu d'observateurs ont vu venir la victoire du nouvel homme fort du football africain. D'abord parce que lui-même n'est pas une grande figure du football africain en termes de posture de dirigeant. Il est entré au football seulement en 2003 et surtout sa candidature n'a été annoncée qu'au mois de janvier. En moins de 3 mois, il a réussi progressivement à rallier à sa cause d'abord les fédérations de sa région, la COSAFA. Ensuite, les pays anglophones, pas les moindres, le Nigeria, notre voisin, le Ghana, que vous savez est quadruple champion d'Afrique, et les pays francophones. Disons, il a réussi à mettre derrière lui ce qu'on peut appeler les mécontents du système Hayatou. Mais non plus, on ne peut pas perdre de vue le fait qu'il a bénéficié de l'appui d'une main invisible, celle du président de la FIFA, Gianni Infantino, dont on sait que les rapports avec Hayatou sont tendus depuis son élection en février 2016. Alors revenons quand même à Issa Hayatou. Quel est l'héritage qu'il laisse aujourd'hui au football africain? Il faut dire que le Camerounais en 7 mandats laisse quand même un lourd héritage pour le football africain. Pas seulement en termes de performance sportive, puisque sous lui, l'Afrique a gagné plusieurs places en Coupe du Monde, mais surtout en termes d'organisation, puisqu'il a par exemple mis en place le CHAN, qui est le championnat d'Afrique des Nations, une CAN réservée aux joueurs qui évoluent sur le continent. Mais on n'oubliera pas la Coupe du Monde 2010 organisée en Afrique, qui restera certainement comme l'une des meilleures de l'histoire de cette compétition. Et sur le plan marketing aujourd'hui, le football africain est devenu un produit qui attire de par le monde entier. Mais on ne va pas seulement parler que des actifs de Issa Hayatou. Il y a bien sûr des passifs. Notamment, on lui reproche
la traque aux fédérations qui ne sont pas acquis à sa cause par lui et ses colonels, ses fidèles, on peut dire. On se souviendrait également de cette fusillade de Cabinda, malgré laquelle la CAN a eu lieu. Les Togolais ont perdu des vies dans cette compétition. Mais je voudrais chuter sur cette question en rappelant les propos d'Augustin Senghor, qui est le président de la Fédération sénégalaise de foot, qui dit exactement ceci. Serge, il dit on parle de la durée des mandats de Hayatou, mais il faudrait aussi s'attarder sur ce qu'il a pu réaliser pour le football africain. On s'apercevra qu'avec lui, la CAF a quand même fait de grands bons. William Bassabi, merci beaucoup. On espère que ce sera une nouvelle aube pour le football africain avec cette élection du Malgache Ahmad Ahmad. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Le programme prévoit tout à l'heure, à partir de 21h, un entretien sur le thème « Violence basée sur le genre, brisons le silence » et puis vous aurez droit à 2 feuilletons, « Les choix de l'amour » et puis « Windek ». Vous prenez le rendez-vous du Journal du Soir, c'est à 23h avec Jérôme Hongbo. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Vous passez une excellente nuit en compagnie des programmes de l'ORTB.